Donc, on accueille maintenant un autre binôme, Retales, mais qui change de partenaire. Maintenant, c'est Adacor. Donc, José Ruiz, chef de produit à Adacor, et Benoît Soiry, directeur technique du domaine des logiciels à Thales, pour nous parler de Rust dans un contexte embarqué, mais cette fois certifiable. Donc, on a eu un peu un teaser juste avant. Donc, à vous de répondre à ça. Bonjour à tous, donc, je suis Benoît Soiry, je suis enchanté. Vous allez être un peu déçus parce que moi je suis certifiable mais dans le monde du militaire, donc vous allez être un petit peu déçus sur la DO 178 pour ceux qui s'attendaient à ça. Mais on va quand même en parler. L'objectif pour nous c'est d'analyser le Rust dans le système embarqué. Vous savez, nous on a des logiciels embarqués qui sont de taille totalement différente de gros logiciels que vous avez pu voir ce matin. On parlait de logiciels de 50 lignes de code. Les logiciels qu'on embarque chez Thales dans le domaine militaire sont de l'ordre du million ou de plusieurs millions de lignes de code. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on essaie d'analyser la pertinence du Rust pour adresser tout ou partie de ces logiciels-là et de gérer également, évidemment, la transition en douceur, puisqu'on ne va pas porter 1 million de lignes de code C en Rust, surtout si on doit avoir le taux d'expansion que vous avez vu tout à l'heure. Donc, on va y aller en douceur et on va essayer de faire ça certainement par partie. Donc, c'est pour analyser tout ça, pour analyser aussi l'environnement de développement, les outils à notre disposition, qu'on a décidé de regarder avec Adacor, notre partenaire, la capacité d'utiliser le Rust dans nos environnements de développement, dans nos logiciels embarqués, et en commençant par un système, par des domaines un petit peu moins complexes à certifier, que sont les logiciels militaires. Logiciels militaires qui sont adressés pour ceux dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'embarqué plutôt aérien, par la Business Unit DMS, donc Defense Mission System, dont je fais partie, qui travaille sur quatre grands domaines. Les domaines des systèmes électroniques de combat, les domaines de surveillance aéroportée, les domaines de surveillance sur les bateaux et les domaines de surveillance sous l'eau. Donc, dans tous les domaines, on va dire, de l'armée. L'implantation de DMS en France et dans le monde, je vous la passe rapidement. Donc, globalement, quand on parle d'électronique de combat, ça veut dire les radars, les systèmes de guerre électronique, majoritairement sur le Rafale. Quand on parle de systèmes de surveillance, ce sont des systèmes qui sont dans les satellites, dans les hélicoptères, dans les avions et quelques systèmes qui sont au sol, pour la partie DMS en tout cas, et qui ont pour objectif de traiter massivement du signal brut détecté par des antennes, que ce soit des radars ou des systèmes de guerre électronique. Sur les bateaux, c'est à peu près la même chose. Et sous l'eau, à la différence, c'est qu'on n'utilise pas des radars, mais qu'on utilise des sonars. Mais globalement, c'est à peu près tout le temps la même architecture dans les systèmes Thales DMS. On a un gros flux de systèmes de données qui arrivent à l'entrée, beaucoup de traitements, du traitement du signal, du traitement mathématique, beaucoup d'intelligence, et ensuite un traitement, une donnée qui est simplifiée pour l'utilisateur à la fin. Le tout pour des systèmes qui ont pour objectif de réagir très rapidement et qui n'ont pas trop le droit à l'erreur, au bug de reboot ou des choses comme ça, au moment où on va devoir lancer un missile. Voilà. Je vous la fais courte, c'était pour le contexte. Et donc, notre question, c'était est-ce que le Rust peut nous amener des preuves, peut nous amener des facilités, à des bonnes propriétés pour nous aider à valider, à qualifier, à certifier, on appelle ça comme on veut, nos systèmes qui, historiquement, sont majoritairement en C, en C++ ou en ADA, sur des operating systems temps réel. La parole à José. Merci. Bonjour. Donc, je ne vais pas vous raconter beaucoup de nouveautés par rapport à ce qu'on a vu pendant la journée aujourd'hui. Donc, Rust a été, depuis son début, a été conçu pour garantir la safety, surtout au niveau mémoire. Et je vais vous donner juste quelques indications de ça. Ça ne va pas être exhaustif. Je ne vais pas vous donner toutes les raisons pour lesquelles vous devriez utiliser Rust dans les systèmes critiques. Mais je vais vous donner quelques exemples
des choses qui sont bien au niveau safety dans Rust. Donc, un autre point clé qui a été aussi soulevé plusieurs fois, c'est que Rust est assez de succès entre les développeurs. Les développeurs, ils aiment bien Rust. Et, bon, par exemple, Stack Overflow montre que ça a été noté comme le langage que les développeurs aiment le plus depuis quelques années. Ça attire pas mal de développeurs. Et par rapport à, par exemple, C++, a des avantages par rapport à la lisibilité, etc. Donc, quelques points. Avec la safety mémoire, c'est évidemment très important dans tous les systèmes, et encore plus dans des systèmes critiques. L'idée, c'est que les accès mémoire doivent être consistants avec des types de données. Et on a vu Rust, c'est un langage typé, c'est déjà un avantage par rapport à certains langages qui n'ont pas de typage, qui ne permet pas d'assurer que quand tu mets des données sur une variable, c'est des données pertinentes pour ces variables. Un autre point clé, c'est le buffer overflow. Si on a un tableau, est-ce que le langage est capable de vérifier qu'on ne dépasse pas les bornes du tableau? Et on va aller écrire ou lire là où il ne faut pas. Et le côté accès concurrent à des données. Est-ce que le langage a des capacités pour nous aider à avoir un accès en lecture et écriture sur des données partagées par des différents threads? Si on n'a pas ça, on a des problèmes qui sont typiquement se montrent comme un comportement assez aléatoire et très difficile à traquer. On a probablement tous été confrontés à ce type de problème. Tu exécutes une fois, tu as un comportement. Tu exécutes une autre fois, tu as un autre comportement. C'est très difficile à traquer et à trouver l'origine du problème. Rust, ce qui vient avec, c'est qu'il y a des checks en temps d'exécution sur les bornes des tableaux pour savoir si on dépasse ou pas. On a la possibilité de ce qu'on appelle l'overlay avec le type enum en Rust qui permet d'émettre à un certain endroit en mémoire un objet qui peut avoir des types différents. Mais ça, c'est défini par le langage. Et le langage fait les checks nécessaires pour traiter ces données de la façon correcte par rapport au type qui a été instancié. Évidemment, quand on parle de la safety mémoire, il faut parler des pointers. On a déjà vu, il n'y a pas de garbage collection en Rust. La gestion de la mémoire en Rust, c'est basé sur la durée de vie des objets. On va désaluer la mémoire une fois qu'on n'aura plus besoin de cet objet en mémoire. Quand on a des pointers, il y a des checks qui sont fournis, qui sont faits par le compilateur pour assurer que tout est conforme. Exemple, et encore, que les pointers a le type nécessaire pour l'accès à la mémoire qu'ils utilisent. On évite les types non initialisés. On évite aussi, il y a une analyse en temps de compilation pour assurer qu'on n'accède pas à des objets qui ont été libérés déjà. Pareil, si on a un pointer vers un objet, le compilateur fait une analyse pour être sûr que ça vers quoi on pointe ne disparaît pas avant le pointer. Ce qu'on ne veut pas, c'est de se trouver avec un pointer qui pointe vers un objet. Cet objet disparaît, il a été libéré sans mémoire, mais le pointer continue à vivre. Et on peut l'utiliser, un pointer qui pointe vers n'importe quoi parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à cet endroit de mémoire à ce moment-là. Ça, il y a des checks, il y a des vérifications au niveau compilateur pour assurer que ça n'arrive pas. Et
Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il y a la gestion d'ownership des pointers en Rust qui permet de garantir que quand tu pointes vers quelque chose, c'est toi, que cet objet t'appartient, au moins pour cette période de temps. Il n'y a personne d'autre qui va aller tripoter dans la mémoire que tu es en train d'accéder. Pareil, un autre problème d'accès en mémoire, c'est la concurrence qu'il faut gérer. Donc, comme on a dit, il faut gérer la durée de vie des threads et s'assurer que quand on gère des pointers, des références à l'intérieur des threads, la durée de vie de l'objet soit adaptée à la durée de vie de threads qui utilisent les données. Évidemment, les databases, il y a les problèmes habituels. Moi, je suis en train de lire une partie de mémoire. Il y a une autre thread qui est en train de modifier en même temps. Donc, je peux récupérer un accès qui n'est pas consistant et une information qui n'est pas consistante. Il y a des moyens dans Rust pour éviter ça. Et pareil, pour éviter des problèmes s'il y a un thread qui est en train de modifier un endroit de mémoire et qui peut terminer. Bon, pour ça, c'est qu'il y a des restrictions au niveau langage sur le scope des threads et des objets auxquels les threads peuvent accéder. Il y a pour la façon, les accès en exclusion mutuelle, il y a le mutex, mais le mutex dans Rust est légèrement différent du mutex en C. Le principal problème du mutex que je trouve en C, c'est qu'on peut oublier de le libérer. On prend le lock et soit on oublie, soit on part par un autre schéma dans lequel on a oublié de mettre le code pour libérer le mutex. Rust a résolu ce problème en créant une variante de mutex qui est en fait qui est un wrapper. Donc c'est géré par le scope et donc tu ne peux pas oublier de libérer ces mutex. On a des abstractions pour les problèmes typiques des producteurs-consommateurs. Ça fait partie du langage Rust. Et on a des types atomiques qui garantissent l'accès cohérent sur des parties de la mémoire. C'est mon plan pour expliquer un petit peu le besoin qu'on rencontre au côté TLS DMS sur nos systèmes embarqués logiciels. Donc, nous, notre objectif, c'est d'adresser principalement, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 points. La performance, évidemment, le temps de réponse fait partie de la valeur des systèmes qu'on offre. Donc, on se doit de pouvoir répondre au mieux dans le temps le plus court, en fonction du hardware qu'on a à notre disposition, évidemment. D'être à l'état de l'art en termes de sécurité. Et donc là, c'est pareil, on voulait voir en quoi le langage Rust et une chaîne outillée de qualité pouvait nous aider à avoir des preuves sur la partie sécurité. Mais également maîtriser la totalité de la pile logicielle, mais également de la chaîne de production de nos logiciels, d'où la question et les travaux qu'on mène avec AdaptCore sur la chaîne de production Rust pour nos opératifs systèmes embarqués. Donc, dans un contexte de système critique, comme Benoît vient de l'écrire, on a besoin de garanties en plus. Et je vais essayer d'aller rapidement sur les garanties qu'on considère qui sont nécessaires pour développer du logiciel critique, de haute criticité avec Rust. Mais il y a des aspects liés à l'outillage en soi. Il y a des aspects liés au support, aux garanties, à la capacité d'avoir des réponses à des problèmes. Et évidemment, il y a les problèmes liés à la certification avionique, ferroviaire, etc. Là, ces slides-là sont organisés comme ça. Ça ne veut pas dire
c'est pas une compétition entre le open source Rust et la partie nécessaire pour le safety critical. L'idée, c'est de montrer ce qui existe dans le monde open source au niveau Rust et de montrer à droite ce qu'il faut ajouter pour donner les garanties nécessaires dans un contexte critique. Donc, dans le monde communauté Rust, tout va très vite. Il y a des nouvelles versions du langage, du compilateur, des outils qui sortent tous les quelques semaines. Les choses évoluent très rapidement. Typiquement, quand tu parles à des personnes qui développent du logiciel critique, ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas changer toutes les 2 semaines, tous les mois des versions. Parfois, ils essaient de rester sur la même version 20 ans. Donc, ce qu'on fait, il faut ralentir le rythme d'évolution du langage et pouvoir donner un support sur le long terme. Donc, si quelqu'un vient et dit bah, j'ai besoin de faire un développement critique de Rust et mon développement va durer 20 ans, il faut être en mesure de supporter ces personnes dans 20 ans. Et pas lui dire, si tu as un problème avec l'outil, télécharge la dernière version qui vient de sortir il y a une semaine et utilise. Parce que certainement, la dernière version va corriger ce problème-là, mais potentiellement casser beaucoup de choses autour. Au niveau target, pareil. Au niveau communauté, il y a un très bon support sur les plateformes un peu normales. Si tu développes sur Linux, il y a beaucoup de support autour de ça. Typiquement, les systèmes critiques ne tournent pas sur Linux. C'est soit en bare metal, soit sur des SOS, PikeOS, similaires, qui sont développés pour les systèmes critiques. Donc, il faut quelqu'un qui s'occupe de créer des compilateurs et de maintenir des compilateurs pour ce type des environnements. Ce n'est pas tous les jours que tu vas trouver quelqu'un qui est capable de créer un compilateur pour PikeOS, par exemple. Et avec des bibliothèques qui sont restreintes parce qu'on ne veut pas embarquer dans la cible n'importe quoi. Ça, c'est un peu lié, c'est que dans le Rust communautaire, il y a des cibles en Linux qui sont bien testées et on sait qu'elles vont bien marcher. Et pour des cibles qui sont un peu plus exotiques, on n'a pas ce type de garantie. Donc, on a besoin de quelqu'un qui soit capable de dire, bon, si vous avez un problème, il n'y a pas de souci, vous nous dites quel est le problème et on vous assure que dans, par exemple, 2 jours, vous aurez une réponse à ces problèmes-là et éventuellement, dans quelques jours, vous aurez une version qui corrige ces problèmes-là. De la même façon que parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous dise, voilà, tous les crates que vous utilisez, moi, je vais faire une analyse de tous ces crates et m'assurer qu'il n'y a pas de problème avec l'ensemble des crates que vous utilisez. Ce n'est pas juste télécharger les crates qui sont intéressants et les utiliser sans penser plus. Il faut faire un travail derrière parce que tout ça, ça va être embarqué dans le système final, dans l'avion, dans le radar. Encore une fois, le support à long terme, comme j'ai dit, la durée de vie de beaucoup de systèmes critiques, c'est très, 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 très long et il faut être en mesure de pouvoir, par exemple, aujourd'hui, Rust est un peu plus jeune que ça, mais imaginons que Rust a démarré il y a 20 ans et aujourd'hui, s'il y a un client qui dit « j'ai besoin de corriger ces problèmes-là sur la version d'il y a 20 ans », il faut être en mesure de pouvoir le faire, de pouvoir reproduire le système des builds de ces compilateurs, tout le testing, tous les mécanismes de vérification, etc. Et en général, il faut, pour ce type de projet, il faut avoir quelqu'un qui t'offre des garanties, pas des
pas des réponses, genre envoie ta question sur un forum, on verra s'il y a quelqu'un qui va répondre à ton problème ou pas. C'est quelqu'un qui est capable de te donner des deadlines, de dire oui, je vais regarder ça. C'est quelqu'un qui est capable de dire oui, ces problèmes-là, ça a été repéré il y a 5 mois sur ces versions-là, ça a été corrigé. Je vais prendre ces patchs-là et le merger dans la vieille version que tu utilises. Et des problèmes d'autres, genre ITAR, d'accès, des contrôles d'export et tout ça. Il faut quelqu'un qui soit capable de t'aider et par exemple, de pouvoir te donner des versions correctives de ton environnement à n'importe quel moment sur quasiment n'importe quel problème. Et évidemment, en plus de tout ça, il y a le côté certification. Ici, il y aura pas mal de personnes qui ont été confrontées à la qualification ou certification des systèmes. Vous savez que c'est très compliqué, il y a beaucoup de travail derrière. Donc, pareil, quand on développe dans un langage comme Rust, oui, Rust, il a beaucoup des avantages par rapport à d'autres langages, mais ça n'empêche qu'il faut certifier le compilateur, certifier les crates, certifier toutes les bibliothèques qui sont utilisées. Donc, il faut avoir la capacité d'assurer que tout l'environnement des générations de code, le compilateur, Cargo, etc., font le travail qu'il faut. Il faut pouvoir restreindre l'utilisation des crates et des bibliothèques à des sous-ensembles qui soient certifiables, qui soient avec un niveau de certification égal à celui de l'application. Parce que là, tout le code qui est embarqué, que ça soit du code qui vient de Thales, applicatif Thales, ou des bibliothèques ou des crates, c'est du code qui peut amener à des gros problèmes de sûreté, de fonctionnement. Donc, ça doit être certifié au même niveau que le code applicatif de Thales. Et aussi de l'outillage. Par exemple, tous les standards de certification demandent de définir un standard de codage et, évidemment, de le vérifier. Donc, il faut des outils d'analyse des standards de codage et d'autres. Il faut des outils d'analyse des couvertures. Ça m'amène à un dernier exemple, c'est qu'on est en train de travailler avec la communauté Rust sur ce qui est nécessaire pour faire de l'analyse des couvertures jusqu'au plus haut niveau des certifications pour du code Rust. En l'occurrence, ce qu'on fait, c'est qu'on instrumente le code intermédiaire de la LLVM. LLVM, c'est le compilateur qu'on utilise aujourd'hui pour générer des traces. On génère des traces d'exécution. On génère de l'objet modifié pour générer des traces d'exécution. Et ces traces d'exécution sont analysées après pour savoir les instructions qu'on était couvertes ou pas et à quel niveau. Est-ce qu'on a couvert juste le statement, est-ce qu'on a toutes les décisions qui sont couvertes, etc. Et pour finir, les travaux qui nous amènent à vous présenter aujourd'hui, c'est que tout ça, on a essayé de le déployer sur une chaîne représentative de logiciels embarqués défense, chez Thales, donc sur des hardware qui sont évidemment pas ceux que vous avez tous l'habitude de manipuler, qui sont des hardware embarqués avec des processeurs pas toujours récents, des operating systems temps réel. Là, celui qui est utilisé sur le monde de la défense, c'est plutôt FastOS. On aurait pu avoir une planche avec PyQuest si on avait parlé du système plutôt aéronautique civile. Au-dessus, des applications développées en Rust et le tout dans un environnement de développement qualifié en essayant d'adresser tous les sujets que vous a présenté José. Et le jour où on aura cet ensemble-là fonctionnel au bon niveau de qualification, on aura atteint nos 3 objectifs de maîtrise de la performance, de la sécurité et surtout de maîtrise de la totalité, comme vous voyez, de la pile et de l'environnement de développement logiciel pour nos environnements critiques. Ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit José.
La durée de support de ce type de système-là, c'est 25 ans. Pour vous donner l'exemple, vous avez entendu parler beaucoup des Mirage 2000 en ce moment, qui sont utilisés peut-être plus que ce à quoi on s'attendait, mais ils ont été designés en 1970, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur des systèmes qu'il y a à l'intérieur. Certains systèmes datent aussi de cette époque-là. Il y a eu évidemment des mises à jour, mais on est dans ces ordres de grandeur-là en termes de durée de maintenance. Donc, si on peut faire passer des messages à la communauté de langage nouveau, si vous voulez que ces langages-là soient utilisés par l'industrie plus lourde, peut-être moins agile, mais qui dure plus longtemps, faites en sorte qu'il y ait des compatibilités ascendantes. Pensez à la stabilité des interfaces, à la stabilité des crates, parce que c'est clairement majeur pour que des grosses entreprises puissent rentrer dedans et donc qu'il puisse y avoir des financements qui arrivent sur ce type de langage. Je pense que c'était notre dernière planche. Ouais. Bon, c'était pas la dernière, mais c'est ce qu'on voulait dire. Merci à tous. Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions? Quelqu'un de très enthousiaste au fond? Je le reconnais. Bonjour, merci pour la présentation. Je comprends qu'Adacor se prépare à proposer des services, ou propose déjà des services autour de l'environnement Rust. Ce que je n'ai pas bien saisi, c'est est-ce que vous comptez prendre, un peu comme vous avez les bibliothèques de collection pour le langage dont on ne parlera pas, que vous avez déjà à côté, est-ce que vous comptez, vous, prendre en main certaines crates, participer ou vous charger de la maintenance de certaines crates, de certaines bibliothèques essentielles, ou en recoder, ou c'est la stratégie qui est imaginée aujourd'hui, pas forcément engageant. Hein. C'est dans l'écosystème, comment vous positionnerez là-dessus? Oui, donc c'est qu'on fait. Bon, déjà, pour être clair, tout ce qu'on fait au niveau Rust, on l'envoie upstream. C'est pas des choses qu'on garde nous pour nous. On essaie de partager avec la communauté ce qu'on fait. Et l'approche qu'on a aujourd'hui pour les systèmes critiques, c'est de commencer par, en étant très petit, on commence par une approche no STD, donc quasiment pas de librairies, et on travaille avec ça, et en fonction des évolutions des besoins clients et des crates, on va monter un peu plus. Et oui, la possibilité déjà de travailler un peu plus fortement sur certaines crates, c'est très, très envisageable, et sur la possibilité de faire nous-mêmes nos propres bibliothèques ou crates, c'est aussi envisageable. Mais on commence petit, avec très peu de choses, et on montera en taille. Merci pour la présentation. J'aurais une question pour revenir sur les tests de couverture à la LVM. Exactement, je n'ai pas compris ce que vous récupérez comme trace, qu'est-ce que vous générez? Ah oui, donc l'idée c'est que tu as ton code source en Rust, tu le compiles avec des options nécessaires dans LLVM, ça va générer un objet qui, en plus de faire ce qui est décrit dans le code Rust évidemment, l'objet ça va être instrumenté, et l'exécution va créer un fichier à côté qui va dire, en gros, c'est pas comme ça, mais qui va dire, je suis passé par cette instruction-là, je suis passé par cette instruction-là, et sur cette expression booléenne, j'ai le résultat true. Donc, c'est ce type d'information qui est générée par l'exécution instrumentée. Et après, l'outil va mélanger ça avec le code source et va pouvoir dire, la ligne 27 a été couverte, mais par contre, la ligne 32 de votre code n'a pas été couverte. Oui. Question. Merci pour la présentation. Question. Donc, oui, Rust pour les performances, il faut dire quand même que l'effectif la plus performante au monde maintenant est écrit en Rust. L'implémentation TLS la plus sécure est écrite en Rust, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'avez pas assez parlé de A5. Et si vous faites où il y a de la communication et de la computation parallèle, A5, c'est quand même très, très utile. Sauf que
l'exécuteur n'est pas partie de la standard library. Donc, c'est quoi votre stratégie? Ni il est real-time. Donc, Ni Tokyo, ni AsyncSTD. oui. Donc, pour l'instant, je reviens un peu sur la réponse que j'ai donnée avant. Pour l'instant, on est en mode de voir ce qu'on fait. On a disons que ça ne fait pas partie des problèmes les plus prioritaires à ce moment-là. Vous utilisez Async ou pas? Non. Oh, dans la partie embedded, ok. Je dis, il n'y a pas quelque chose qui est embedded. C'est qu'on a pu, même dans un radar processor. Voilà, et c'est pour ça qu'on verra en fonction des utilisateurs à quel point, jusqu'à quel point on doit s'engager et le type de support qu'on va donner. Jusqu'à là, pour les clients qu'on a aujourd'hui dans les systèmes critiques, ils sont contents avec le non-STD. Et oui. Et pas de 5. Il y a des systèmes real-time qui ne sont pas embedded. Oui. Ça va être, là, on parle, essentiellement, on parle de data flow programming. Si je peux compléter, aujourd'hui, on analyse deux streams. C'est-à-dire qu'on analyse la capacité de demander d'accord. Enfin, on a des prototypes sur l'OS en particulier qu'on avait sur FastOS, avec la STD, etc., avec d'autres choses en plus, pour voir si on peut adresser des systèmes full Rust. Mais on a aussi une stratégie qui n'est pas forcément d'avoir des systèmes de millions de lignes de code full Rust, mais d'avoir plutôt des migrations partielles où on va utiliser le Rust sur des sous-ensembles, sur des librairies, sur des composants, inclus dans des systèmes logiciels beaucoup plus vastes qui, eux, resteront pendant un certain temps en C et donc avec potentiellement de la synchronie qui soit gérée plutôt côté C, avec des exécutions plutôt très bien en Rust, on va dire, pour caricaturer un petit peu. Et c'est peut-être ces solutions hybrides qui seront, enfin même c'est certainement des solutions hybrides de ce type-là qui seront les premières à être implémentées, parce que c'est celles qui amènent certainement le moins de rupture par rapport à l'existant aujourd'hui. Ce qui ne nous empêche pas de regarder le coup d'après et de se dire comment on le ferait si on le faisait en full Rust. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est plutôt ça la stratégie. En tout cas, celle qu'on a en tête aujourd'hui, c'est pas forcément celle-là qu'on va faire. C'est celle qu'on a en tête aujourd'hui. Je pose la question parce qu'il y a un trou. Oui, je suis d'accord avec toi. Dans ce problème-là, et donc, s'il y a plusieurs trous qui sont passés, c'est mieux. Je suis d'accord avec toi. On a une question ici. Hi, encore merci pour la présentation. J'ai une question. Plutôt dans le slide précédent, vous avez expliqué que vous faites une instrumentation de le code intermédiaire. Et puis, dans le slide suivant, vous avez dit que vous avez instrumenté le code objet. Du coup, vous instrumentez lequel? Donc, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je vais essayer pour de faire la couverture. Oui. La première Où fois, se fait dans le premier l'instrumentation? slide, vous avez expliqué que vous avez fait une instrumentation de le code intermédiaire. Oui. Et juste là, maintenant sur slide 173, vous avez dit que Oui, ok, vous oui. avez instrumenté le code objet. Donc, Oui, en fait, oui. Vous avez instrumenté lequel? Oui. En fait, on instrumente le code intermédiaire de la LLVM et ça génère du code objet avec de l'instrumentation. OK. Donc, disons qu'on génère, là où on touche, c'est au niveau du code intermédiaire. On ne touche pas la génération du code objet. OK. Donc, du coup, pour des macros, comment est-ce que vous arrivez à instrumenter des macros? On instrumente après l'interprétation de la macro. C'est donc OK. Mais on ne peut pas repasser par le compilateur après qu'on a fait ça, n'est-ce pas? It's in the compiler, yes. It's in the On va compiler. discuter après. Okay. Je crois que c'est- Let's look Ouais, it on up, parlera après. It's in the compiler. Oui. So there was the last question here.
Merci. Vous avez, donc, parmi les outils qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre le plus haut niveau de safety, vous avez notamment la couverture de code qui est pour l'instant pas prête, de ce que je connais, les LVM pour atteindre le DAL A ou le DAL B, par exemple. Quid d'un autre outil qui est nécessaire pour atteindre ces niveaux-là, c'est la traçabilité de la ligne de code source au binaire et réciproquement. Oui, tout à fait, oui. C'est quand on part, quand on est dans le plus haut niveau de criticité des systèmes avioniques, il faut assurer la traçabilité entre le code source et le code objet. Et oui, ça fait partie des choses qu'on envisage qu'on devra faire. On n'a pas encore fait, parce qu'on n'a pas encore eu, on n'a pas encore été confronté à des systèmes Rust qui vont en certification encore. Le jour qu'ils vont passer en certification, c'est un travail qu'il va falloir faire. L'analyse des taux de traçabilité du compilateur pour assurer la traçabilité entre le code source et l'objet. Tout à fait. Et on va remercier nos